m'appelle Pascal Roy, je suis un ancien psychologue du travail, devenu réalisateur, alors réalisateur à la fois de documentaires et de fiction, sachant que la fiction, je suis plutôt sur le début, sur les courts-métrages et je tends vers le long-métrage. Voilà. Alors la psychologie du travail, c'est vraiment au départ par intérêt que j'y suis allé. Moi j'étais un ancien sportif de haut niveau. Et quand j'ai arrêté, donc je faisais de l'aviron, quand j'ai arrêté, j'ai été accompagné dans ma reconversion par une personne spécialisée sur les sportifs de haut niveau et on a beaucoup travaillé sur deux pistes, la psychologie du travail, enfin plus précisément sur le cinéma, quelle école de cinéma j'allais faire. Et au bout de 6 mois, je suis arrivé avec la conviction que j'allais faire psychologue du travail, enfin psychologue, plutôt, des études de psychologie par intérêt, parce que c'est vraiment, voilà, je me posais énormément de questions sur ce qu'on est, sur comment on fonctionne. Et donc, je me suis lancé dans cette voie-là, sans jamais penser que je travaillerais en tant que psychologue. Et puis, c'est arrivé vers la licence maîtrise, où je me suis dit, bon, au point où j'en suis, autant finir, sachant que quand j'ai clos ces études, je pensais vraiment que j'étais en retraite au niveau psychologie, ce qui n'était pas du tout le cas puisque j'ai continué, j'ai commencé à travailler et j'ai travaillé pendant 15 ans en tant que psychologue du travail. J'étais plutôt spécialisé dans la mobilité professionnelle, à savoir les changements de vie. J'accompagnais les gens à travers des bilans de compétences, mais aussi sur des désirs de changement en entreprise, en interne. Donc voilà, j'ai fait ça un certain nombre d'années en indépendant, enfin d'abord en cabinet, en entreprise, puis en indépendant, sachant qu'en parallèle, j'écrivais des scénarios, d'abord de long métrage, avant de comprendre que de passer par du court était absolument indispensable, et avant de comprendre aussi que c'était moi qui devais réaliser ces courts, puisque personne évidemment n'aurait envie de le faire. Donc il y avait ce constat-là, puis il y avait aussi moi, en termes de personnalité, cette impression que j'avais à la fois énormément de plaisir et de désir sur l'écriture, mais aussi de partage de faire avec des gens. Pendant mes années en psychologie, une des souffrances que j'ai énormément entendues était liée à la question du sens, le sens de l'activité. C'est-à-dire que les conditions de travail sont toujours assez difficiles, au TOCAS sont tendues, moi, ne serait-ce que pendant les 15 ans où j'ai pratiqué, mais j'accompagnais des gens beaucoup plus âgés que moi, donc ils ont vu une évolution plus grande sur les conditions de travail. Et cette question du sens de l'activité était vraiment centrale, parce qu'il y a eu toute une époque où je pense on acceptait de faire les choses. Bon, même si on ne s'y retrouvait pas complètement sur la finalité, au TOCAS, ça permettait de construire une vie. Là, les conditions devenant plus dures, forcément, la question du sens devient encore plus importante, sachant qu'en plus, il y a de plus en plus d'activités qui en ont peu de sens. Donc du coup, dans les demandes de reconversion, je dirais qu'il y avait deux finalement gros pôles qu'on retrouvait beaucoup. C'était les activités liées au social, les désirs de reconversion vers le social, donc vraiment avoir une utilité sociale, et puis les activités liées à la com, parce que c'était connoté un peu plus créativité. Et voilà, donc on voit bien là deux choses assez importantes pour tout à chacun, hein. C'est la question de à quoi je sers, et la question de comment j'utilise mes compétences au-delà de ce que je peux être juste aujourd'hui, mais qu'est-ce que je peux inventer, qu'est-ce que je peux apporter de plus, quoi. Donc moi j'ai essayé d'accompagner les gens beaucoup là-dedans. Pendant ces années-là, j'avais une frustration, c'était le fait que j'avais beaucoup d'histoires de vie qui m'étaient confiées. Mais ces histoires de vie, il n'y a que moi qui en profitais. Or, il me semblait qu'il y avait vraiment des retours d'expérience qui auraient intéressé pas mal de gens. Et c'est comme ça que petit à petit est née l'initiative Biographilm que j'ai créée. Bon, c'est un peu l'idée de faire des biographies filmées, donc qui retracerait, qui reprendrait le fil rouge vraiment d'une existence, en mettant en avant une cohérence que les gens ne voient pas d'ailleurs forcément a priori, quoi. Et sachant qu'en parallèle de mes activités de psychologue, j'ai toujours écrit, commencé à réaliser mes premiers courts-métrages, et puis donc est arrivée cette idée de biographie, mais qui m'a permis en fait de passer le cap sur le plan tout simplement financier, hein, dans un premier temps, à savoir de monter mon entreprise et puis de mettre en image donc, ces parcours de vie en général assez
assez extraordinaires, quoi. Ce sont des parcours qui, par exemple, je pense, je sais pas, là, un diamantaire qui taille le diamant, ma famille taille le diamant depuis des générations et des générations. Je pense à des chefs d'entreprise qui ont inventé, justement, qui ont vraiment marqué, par exemple, quelqu'un qui a réglé le problème des déchets industriels dangereux en France. Voilà, le caca de la société dont personne ne parle. Et ben lui, il a réglé ça en 30 ans. Et c'est pas glamour, mais n'empêche que le retour, le récit de cette histoire est vraiment, vraiment intéressant. Donc j'ai fait ça en parallèle, ce qui m'a permis, moi, d'apprendre un peu plus tous les postes. C'est-à-dire que sur mes courts-métrages, en fait, j'étais réalisateur, donc je ne faisais rien. C'est-à-dire, je ne faisais rien manuellement, concrètement, ce qui était assez frustrant, assez inhibant, surtout que je n'ai pas fait d'école de cinéma et que je n'ai pas, je ne connais pas du tout cette culture-là au départ. Et du coup, là, ça m'a permis d'apprendre un peu tous les postes. Je suis plutôt en mode GRI, on va dire. Et ça m'a pas mal décomplexé, quoi. Ce qui m'a permis après d'envisager différemment le documentaire, sachant que mon premier documentaire, c'était pareil, je l'ai fait, mais je ne touchais pas ni à la caméra, ni à rien, quoi. Alors, ces biographies sont la propriété des gens qui me commandent ces films-là. Donc moi je l'avais pensé d'abord vraiment dans une optique testimoniale, c'est-à-dire que ce soit des films qui vont prendre de la valeur avec le temps. Moi j'imaginais en temps, alors peut-être aussi parce que je n'ai pas eu de grands-parents, en tout cas pas bien longtemps, le fait de trouver un DVD de mon arrière-grand-père qui raconte sa vie, je pensais qu'effectivement c'était un beau cadeau qu'on pouvait faire. Donc il y a d'abord une finalité personnelle, et puis après, comme ce sont certains des chefs d'entreprise, là il peut y avoir une utilisation en partie, soit sur le site, soit... bon, voilà. Après, il n'y a pas de désir de diffusion sur des médias plus classiques. Pour l'instant, c'est au cas par cas, encore une fois. Du coup, je ne suis plus le propriétaire de ces biographies qui sont personnelles, quoi. Alors, un de mes premiers courts-métrages s'appelle Corps solidaire, qui traite de l'accompagnement sexuel des personnes handicapées. À l'occasion de ce film, j'ai rencontré un acteur formidable, Nicolas Brimeux, qui est un comédien tétraplégique, que j'ai trouvé très simplement en fait, sur Internet, via d'abord une interview qu'il donnait, qui m'a bien parlé, et donc je suis allé le rencontrer. Ça a été tout de suite vraiment un coup de cœur, avec l'espoir que en termes artistiques on se retrouverait, ce qui a été le cas. Corps solidaire a été diffusé en festival, en télé, et on avait envie de continuer ensemble. Donc 2 ans après, en 2013, je savais que Nicolas avait envie depuis longtemps de faire le pèlerinage Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc je lui ai proposé de le faire en randoline, c'est-à-dire une petite charrette tirée par un âne, ce qui rendait la chose possible. Alors ça n'a pas été simple concrètement, mais ça s'est fait, et en fait l'idée c'était vraiment de mettre des questions un peu existentielles qui habitent Nicolas à l'épreuve du chemin. Pourquoi? Parce que quand on est avec un handicap comme le sien, la notion d'injustice et la question du pourquoi, elles sont vraiment centrales, quoi. Donc il est allé rencontrer des évêques, des gens qui faisaient ce chemin. Il a beaucoup questionné, il a beaucoup souffert aussi sur ce chemin. Et ça a donné effectivement un premier documentaire qui a aussi pas mal marché et qui nous a encore rapprochés. Il a beaucoup souffert parce que le chemin de Compostelle, même en randoline, qui est vraiment une charrette adaptée pour les personnes handicapées, ça reste très chaotique, quoi. Et donc lui, c'est quelqu'un qui passe peu de temps assis, beaucoup de temps allongé. Enfin, et du coup, là, il devait, en plus, l'idée c'est qu'il ne soit pas passif, donc il avait en plus les freins. Voilà, il a vraiment fait le chemin, et comme il l'a dit, il sentait pratiquement les cailloux dans sa chaussure, quoi. Donc voilà, ça n'a pas été évident, et
Par la suite, alors je ne fais pas de lien de cause à effet, mais en tout cas, il est certain qu'il a eu 2 années, 2-3 années assez difficiles sur le plan physique. Et l'année dernière, vers le mois de février-mars, il allait pas bien du tout et du coup je me demandais moi comment je pouvais l'aider. Bon, en tant qu'ami, en fait, on est très frustré. On entend la souffrance, mais on ne peut pas faire grand-chose. Donc moi, en tant que réalisateur, je lui ai proposé de revenir le filmer, cette fois sur son activité de théâtre à domicile, puisque Nicolas a cette volonté, hein, c'est le théâtre qui l'habite, c'est ça qui le fait vivre. Et donc, comme les metteurs en scène n'accourent pas toujours derrière sa porte, il crée la demande en faisant du théâtre à domicile. Donc moi je trouve ça déjà formidable en soi, le théâtre à domicile pour des comédiens lambda. Mais quand en plus on était tétraplégique, je trouvais qu'effectivement ça valait largement le coup de revenir filmer. Et donc on a fait un premier tournage en juin, avec l'optique de faire un premier format un peu court, notamment donc pour le festival Regard Croisé, qui est un festival dédié vraiment au handicap, avec la contrainte de faire un film qui ne dure que 6 minutes. Et donc on a fait ce film et on a eu la joie immense d'être primé par le jury. Donc on a eu le grand prix du jury, ce qui va nous permettre aujourd'hui, on espère, on pense, d'aller plus loin et de faire un 52 minutes sur Nicolas, sur le théâtre à domicile et sur tout ce que ce garçon formidable peut véhiculer. Alors concernant Break a Leg, donc, puisque c'est le nom de ce documentaire sur Nicolas, je l'ai abordé assez différemment des 2 précédents films, puisque là on se connaissait extrêmement bien. À présent je filmais moi-même et donc on a eu, Nicolas est totalement en confiance, donc il me laisse filmer et j'ai l'habitude de me faire oublier. Je me suis fait oublier auprès de ses auxiliaires de vie, des différentes personnes qui étaient là. Et l'optique était vraiment de cueillir son quotidien dans ce qu'il a de manière très réaliste, de vraiment difficile. Et ensuite d'aller cueillir sa force théâtrale. Et ça a été, je pense, vraiment une réussite, parce que moi-même, quand je vois le film aujourd'hui, on suit quelqu'un qui est empêché pendant toute une journée. Et effectivement, je pense que le spectateur a des réflexions d'empathie, c'est quelqu'un qu'on aurait plutôt envie de plaindre, évidemment. Et ensuite, on le voit faire une pièce de théâtre devant un public privé, et là, on se prend une claque, vraiment. C'est un coup de poing, c'est-à-dire que c'est un acteur puissant, vraiment. Et ce décalage entre les deux, je pense que c'est la force du film et vraiment, je pense que j'ai pu le saisir au plus près par notre proximité et puis maintenant par rapport à ma manière d'approcher une captation, quoi. Encore une fois, j'ai eu quand même une frustration pendant longtemps sur le fait de ne pas cadrer, sur la distance qui m'était imposée, sur l'intermédiaire. Là, il y a quelque chose qui me permet d'aller au plus proche de ce que je cherche, quoi. Voilà. Alors aujourd'hui, Biographie me fait vivre en bonne partie. C'est pas une activité unique, c'est-à-dire j'en fais 1 ou 2 par an, pas plus. Pour 2 raisons. D'abord parce que commercialement j'ai pas trop la fibre et donc j'ai pas trop la foi pour aller chercher les clients. Ensuite parce que finalement le bouche à oreille suffit, pour l'instant suffit. Et après parce que très concrètement je suis occupé sur plein d'autres projets. J'ai un projet de série qui j'espère va se faire, projet de long métrage, et puis là je retourne un court métrage prochainement. Donc voilà, Biographie c'est le fil rouge, c'est mon côté intermittent, sachant que je ne le suis pas évidemment avec ça. Et après, il y a plutôt l'activité d'auteur qui me fait vivre et qui me pousse vers d'autres réalisations, quoi. Du coup, mon prochain court-métrage s'appelle Libre Arbitre et parle de la dignité en fin de vie. Et mon long métrage, lui, parle de la réussite, du syndrome de réussite par procuration. C'est-à-dire ces parents qui utilisent leur enfant pour réussir là où eux-mêmes ont échoué. Donc là, c'est dans le cadre du sport.
D'ailleurs, ma série aussi est sur le sport, sur la natation de haut niveau, qui est un de mes autres sports fétiches. Et je me faisais la réflexion il n'y a pas longtemps que c'est vrai que j'ai du coup beaucoup travaillé sur le handicap aussi bien en tant que psychologue, puisque j'étais aussi en charge de la diversité à l'époque, de la politique de la diversité dans une grande entreprise. Et aussi voilà, le sport de haut niveau, donc deux choses qui peuvent paraître un peu extrêmes et pourtant qui sont, je crois, très reliées sur le côté dépassement de soi et sur le côté force et fragilité, quoi. C'est vraiment deux choses qui me paraissent assez évidentes. Et du coup, voilà, et d'ailleurs dans mon court-métrage, Nicolas n'aura pas un rôle principal, mais il aura un petit rôle, il ferait une apparition. Donc j'ai commencé par la natation, puis je suis passé à l'aviron. Aviron, sport dans lequel j'ai eu de gros succès, enfin un succès rapide, mais pour le coup qui ne correspondait pas nécessairement à ce que moi je ressentais. C'est-à-dire que voilà, je restais assez connecté à mes failles et les titres ou les médailles qu'on peut avoir ne sont pas forcément en phase avec, voilà, ce que nous renvoie une victoire. Et cette question, du coup, m'a beaucoup travaillé, finalement. Pourquoi pas prendre plus confiance quand on réussit? Je pense que ça a été vraiment très, très au cœur aussi dans ma pratique, dans l'accompagnement des gens qui voulaient changer de métier, qui voulaient aller plus proches, vers une activité plus proche d'eux-mêmes. Et pour y aller, il faut avoir confiance en soi. Donc voilà, le handicap, il est absolument partout. Il peut être physique, intellectuel, de manière très nette, explicite au départ. On peut l'acquérir beaucoup par la vieillesse, mais après il y a évidemment tout ce qui touche à la psychologie, et là-dessus, on est assez bien, il y a une espèce de l'égalité psychique, hein, on a tous nos handicaps, quoi, il n'y a pas de problème. Donc voilà, finalement, c'est pas une volonté de ma part, mais traiter aussi bien du handicap que du sport de haut niveau en fiction ou en documentaire, ce sont deux choses qui me paraissent naturelles et que j'ai pas fini d'explorer très clairement. Alors moi, en termes de réalisation, je vais peut-être parler d'abord de l'écriture. Je crois que c'était Jean Renoir qui disait que le cinéma, le but n'est pas de raconter des histoires de plus en plus extraordinaires, mais plutôt des histoires au plus proche des gens, au plus vrai des gens. Moi, je suis vraiment dans cette tentative-là, quoi. Je suis très peu intéressé par les effets spéciaux, je suis plutôt intéressé par le côté, l'évolution technologique permet d'alléger. Alléger le plateau, alléger, voilà, travailler. Moi, par exemple, ce que je fais aujourd'hui en tant qu'opérateur, précisément, j'aurais jamais pu le faire avant, j'aurais pas pu le tester si j'étais pas passé par une école. Là, j'ai pu le faire. Et ça me plaît beaucoup parce que j'ai l'impression que ça permet de chercher son écriture plus justement, quoi. Donc, épuré au niveau de l'histoire. Moi, je suis fasciné vraiment par le travail de réalisateurs comme les frères Dardenne, ce type de cinéma humaniste. Très clairement, j'essaie de m'inscrire là-dedans et je ne me remets pas, en fait, de la force de leur scénario et de leur réalisation, qui pour le coup est assez loin de pas mal de canons actuels, quoi. Donc moi je vais vers ça, je vais vers des tournages avec focale fixe, avec des plans séquences, bon, je cherche aussi, donc en termes de fiction j'ai assez peu d'expérience, donc je vais éviter de dire des choses que je vais changer dans 6 mois. Mais voilà, ce qui se dessine, c'est quand même vraiment cet axe-là.